des envois courriels, des envois LinkedIn, ça ne fonctionne pas. Assurez-vous d'être connecté. Les réseaux, c'est la clé. Ça va être un game changer des prochaines années au Québec. Le fait qu'on a eu beaucoup de succès puis des entrepreneurs assez jeunes qui ont le goût de redonner au suivant. Bonjour et bienvenue à Créateurs de croissance, un balado d'Investissement Québec. Je suis Louise Bouchard et je vous invite aujourd'hui à une discussion fort intéressante, vous allez l'entendre, sur le capital de risque. J'ai deux invités de choix qui vont nous accompagner. Alex Laverdière, il est directeur principal capital de risque chez Investissement Québec, et André Petitclerc, qui est conseiller en investissement en technologie de l'information aussi chez Investissement Québec. Bonjour, messieurs. Bonjour, Louis. Bonjour. Avant même de penser au capital de risque, messieurs, qu'est-ce qui fait qu'on peut réussir comme jeune pousse? Qu'est-ce que ça prend? Alex? Je dirais que le plus important vecteur de succès pour une entreprise, ce sont ses gens. Donc, c'est important de bien entourer, capacité de bien s'entourer d'experts, de gens meilleurs que toi dans leur domaine. Donc, la complémentarité là, entre les membres de l'équipe de direction, les fondateurs. Le second élément que je verrais, la détermination et l'agilité. Le chemin vers le succès est parsemé d'embûches. Il n'y a pas deux entreprises qui vivent exactement les mêmes enjeux. Il y a une fausse perception dans le marché où tu peux faire un coup d'argent rapide en capital de risque. La réalité, c'est qu'une start-up prend en moyenne 8 à 10 ans avant ultimement d'atteindre son autonomie, prendre réellement son envol. Donc, tu ne dois pas te lancer en affaires avec un objectif de faire un coup d'argent rapide. Tu dois avoir un état d'esprit où tu le sais que tu vas devoir travailler fort, être déterminé, passer par ultimement plusieurs échecs au courant de ton processus et du processus de croissance d'entreprise. Et ultimement, être agile pour adapter. Je vous dirais que pour l'entrepreneur, c'est clair que c'est l'équipe là, qui nous préoccupe. On veut voir avec comment il est entouré, le comité aviseur qui peut mettre autour de lui. Ça, c'est très, très, très important. Mais également, il faut s'assurer, surtout pour les jeunes pousses là, qui sortent des universités, tu peux avoir développé la plus belle technologie au monde, mais il faut s'assurer que ça répond à un besoin dans le marché. Je donne souvent l'exemple là, du jeune entrepreneur qui viendra me voir en disant « J'ai développé un nouveau breuvage extraordinaire, c'est un marché de milliards, mais j'ai seulement 2 compétiteurs en plus, Coke puis Pepsi. » Tu vas avoir de la misère à pénétrer ce marché-là peut-être. Donc, il y a des devoirs de base à faire, mais c'est clair que moi, de mon expérience, j'ai eu beaucoup de succès dans des technologies pas trop sophistiquées, mais avec une grande équipe, des bons joueurs. Et j'ai perdu aussi beaucoup d'argent dans des technologies extraordinaires, mais où il n'y avait pas le sens de la business autour de l'équipe. Est-ce que tous les types de financement se valent ou il y a un financement qui est meilleur pour les jeunes pousses, André? Bien, je vous dirais, c'est clair que plus le financement est gros puis moins il coûte cher, mieux que c'est pour l'entrepreneur. Donc ça, c'est la base. Mais de l'autre côté, sachez que nous, notre métier comme investisseur à capital de risque, c'est de balancer notre risque et la récompense. Donc, plus comme financier tu prends de risques, plus tu t'attends à faire du rendement. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir une hypothèque à la banque, tu donnes ta maison en garantie, regarde tes revenus, les taux d'intérêt vont être de 2-3%, alors que nous, on va faire des taux d'intérêt à 12-15% d'occasion parce que tu n'as aucune garantie, etc. Et donc, je vous dirais, le meilleur financement, c'est celui qui vient du bon financier qui va être à valeur ajoutée et qui te dilue pas trop, parce que comme entrepreneur, ta richesse, c'est ton pourcentage dans la compagnie et tu dois arriver au bout de la ligne puis faire un rendement. Mais il n'y a pas de mauvais financement, mais il faut vraiment être alerte au niveau des outils qui vont être mis à la disposition de l'entrepreneur. Tout à fait. En fait, je dirais la clé, c'est le choix de ton investisseur. Donc, comme jeune pousse, comme jeune entreprise, tu vas parcourir des défis. Ce sera pas un chemin, une ligne directe, une ligne droite. Tu dois t'entourer des gens qui sont capables de t'accompagner et t'accélérer. Donc, choisir judicieusement les partenaires avec qui tu veux t'associer. Saviez-vous qu'au Québec, 80% du capital de risque est investi dans des entreprises basées dans la région du Grand Montréal? On vient d'entendre que le capital de risque, ça semble être quelque chose majoritairement de très montréalais, très Grand Montréal. Est-ce qu'il y a des défis supplémentaires pour des jeunes pousses qui se trouvent en région au Québec? André?
Pré-COVID, c'était vrai. C'était beaucoup plus difficile. Hors des grands centres, là, Québec, Montréal, le Grand Montréal, Québec, peut-être un peu Sherbrooke, là, c'était très, très, très difficile. Moi, j'ai eu la chance d'en faire quelques-unes et puis on a eu du succès, mais il y a des défis de plus. Je pense toujours à mon entrepreneur à Rimouski qui avait des clients à Chicago. Juste pour aller visiter des clients à Chicago, lui, ça y prenait une journée y aller, une journée revenir, là. Tandis que l'entrepreneur de Montréal prend le vol le matin puis revient le soir. Donc, il y a des choses comme ça qu'on peut pas s'empêcher, mais je vous dirais avec le COVID, le télétravail, ça peut maintenant, il y a plus ces contraintes-là. Là, on a vécu vraiment un gros changement et je crois que dans les prochaines années, si je regarde ma boule de cristal, on va voir de plus en plus arriver des dossiers de région. Et je peux vous dire que d'ores et déjà, la région de Chicoutimi, entre autres, a plusieurs jeunes pousses en technologie de l'information très prometteuses, moi, que je vois venir, là. Donc, ça s'en vient. Et votre boule, à vous, Alex, qu'est-ce qu'elle vous montre? Ouais, j'aime l'adage qui dit ça prend une famille pour élever un enfant. C'est la même chose pour une entreprise. Ça prend un écosystème. L'écosystème est fondamental. Et le Québec a grandement évolué au cours des dernières années à ce niveau-là. Je parle au niveau des régions, des différentes régions du Québec. Parce que la clé, c'est les réseaux. Et je prends par exemple le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec, qui est une OBNL, qui ultimement connecte l'ensemble des acteurs de l'écosystème, de la chaîne de développement de l'entrepreneuriat aux quatre coins du Québec, permet finalement aux entreprises, peu importe où ils sont basés, d'être connectés à un réseau, d'avoir accès à de l'expertise, d'avoir accès à de l'accompagnement et d'avoir accès aux investisseurs. Et comme André l'a bien dit, la pandémie est venue un petit peu changer la donne par rapport à la question de la distance des entreprises face à leurs investisseurs. Donc, c'est beaucoup moins un enjeu. Donc, les investisseurs sont de plus en plus actifs, peu importe où se trouve l'opportunité. On le voit, là, il y a des investisseurs américains sont de plus en plus présents au Canada et les fonds de capitaux de risque sont de plus en plus présents en région. Malgré tout ça, il y a quand même 80% du capital qui est investi dans les entreprises basées dans le Grand Montréal aujourd'hui. Mais pour l'instant, c'est une question surtout de masse critique, donc de la quantité de projets qui sont levés. C'est cohérent avec la statistique est cohérente finalement avec le nombre de projets là, qui voient le jour. Donc, il y a moins de projets en région, mais il y en a de plus en plus. Il y a une tendance à la hausse et on sera là pour supporter les entreprises, particulièrement pour supporter les entreprises là, qui sont basées en région, qui veulent se développer. Est-ce qu'il y a aussi d'autres nouvelles tendances, Alex? Si on regarde l'année 2021, c'est une année qui est sans précédent là, au niveau du capital de risque. C'est une année record, tant au niveau du nombre de transactions réalisées, mais surtout au niveau du capital investi dans les entreprises. On parle de plus de 2,5 milliards qui est investi dans les entreprises au Québec dans les 9 derniers mois. C'est le double de l'activité complète de l'année 2020. Donc, il y a une grande tendance au niveau ce qu'on appelle les méga transactions, donc les grandes rondes de financement qui comptent pour 70% là, de ce capital-là. Le Québec se positionne deuxième au Canada là, présentement au niveau du capital engagé au niveau des entreprises derrière l'Ontario. Mais on voit au Canada là, présentement une tendance à la hausse au niveau du capital engagé, que ce soit en Ontario, que ce soit en Colombie-Britannique. Il y a une effervescence dans le marché actuellement. Il y a beaucoup de capital disponible et ça se traduit là, par de l'investissement dans des grandes rondes de financement. Et peut-être juste aussi, vous parliez de grandes, excusez l'expression anglaise, grand trend. Moi qui fais des compagnies un petit peu plus matures, je vous dirais que 8 dossiers sur 10, c'est des compagnies qui veulent faire des acquisitions. Donc, nos compagnies québécoises en croissance ont du cash, vont bien et veulent faire des transactions, veulent acquérir un peu partout sur la planète. Donc, c'est très, très, très positif dans son ensemble. Et est-ce que vous identifiez, André, aussi des secteurs vedettes là, au Québec? OK. Sur le plan technologique, je vous dirais que la grande vedette par les temps qui courent, comme vous dites, c'est l'intelligence artificielle. Alors, on en a dans tous les dossiers. Je sais pas, Alex, toi, ce que tu vois early stage, mais moi, là, il y a de l'intelligence artificielle dans tout. Il y a beaucoup de dossiers intéressants aussi en FinTech, mais ce qui arrive comme un raz-de-marée actuellement, c'est la sécurité informatique. Ce qui a été vécu dans les dernières années, les affaires de Desjardins, les vols d'identité, les compagnies qui se sont fait bloquer par les pirates informatiques ont créé une demande dans le marché incroyable. Et puis là, il y a plein de jeunes pousses
et de compagnies qui regardent des investissements importants là-dedans. Au niveau des secteurs, un secteur qu'on n'a pas parlé, c'est tout ce qui est technologie propre. Quand on pense à tout ce qui est la vague là, de l'électrification des transports, qui est venue vraiment bouleverser l'industrie automobile. Donc, c'est un changement, un bouleversement sans précédent. Puis je dirais tout ce qui est lié à l'agriculture. Donc, on parle d'agriculture verticale, production en serre, même l'aquaculture. Il y a vraiment une tendance à la hausse là, dans ces secteurs-là. Puis c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur là, au niveau de l'autonomie alimentaire, donc de supporter des projets qui ultimement nous permettront là, de produire localement et vert. Donc c'est un élément qui prend de plus en plus d'importance là, au niveau de nos activités. Et messieurs, vous êtes de très bons investisseurs, je n'en doute point, mais au-delà justement du capital, qu'est-ce qu'un bon investisseur apporte à l'entreprise? Je vous dirais, pour l'entrepreneur, c'est clé de faire une recherche, de faire un due deal sur son investisseur, parce à la fin, on vend toute la même affaire. Si chacun de nous, on sort un 20$, ils se ressemblent tous le 20$. Mais je peux vous dire qu'il y a des 20$ s'ils viennent de tel VC par rapport à tel autre capitaux risqueurs, il y en a un qui vaut beaucoup plus cher. Donc, c'est ça que les gens doivent faire attention, à mon avis. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Es-tu d'accord? C'est tout à fait vrai. Le due diligence, c'est dans les deux côtés. Donc, mon conseil aux entrepreneurs, c'est assurez-vous de bien comprendre les objectifs des investisseurs, comprendre leur dynamique, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre. Ils ont une réalité qui est différente de la réalité d'entreprise. Ils ont un horizon d'investissement, une capacité de supporter l'entreprise. Si on parle d'un fonds d'investissement qui a une certaine taille, une certaine durée, donc ultimement, c'est important de bien comprendre cette dynamique-là pour faire le bon choix. Et évidemment, comme disait André, la capacité d'accompagnement, l'accélération qu'un partenaire va te donner. Donc, c'est important de bien choisir, que ce soit un fonds d'investissement, que ce soit un investisseur stratégique qui va t'ouvrir des portes au niveau commercial, t'aider au développement de ta technologie. Bien choisir ton investisseur, t'assurer là, que vous avez des objectifs communs et bien sûr de mettre en place les conditions là, gagnantes pour arriver à avoir un succès d'entreprise. Là-dessus, peut-être, Alex, si tu me permets, moi, quand je fais une vérification diligente avant d'investir, un des points les plus importants, c'est ce que j'appelle l'alignement des actionnaires. Donc, je m'assure d'aller voir chacun des actionnaires pour savoir c'est quoi ton objectif avec ton placement. Comment tu vois ta compagnie? Si, mettons, il y a 3 actionnaires, puis il y en a un qui me dit, moi, le futur de cette compagnie-là, c'est de développer l'Europe, le deuxième, c'est de développer l'Asie, puis le troisième, les États-Unis, je n'y vais pas. On n'est pas alignés. C'est la même affaire. S'il y en a un qui dit, si le fondateur, il voit sa compagnie aller publique, puis le fonds d'investissement veut une vente de la compagnie dans 3 ans, on n'est pas aligné, on n'aura pas de succès. Donc, je vous dirais, pour l'entrepreneur, il faut qu'il se fasse son plan, puis qu'il s'assure d'aller chercher des investisseurs qui sont alignés avec son plan. Sinon, ça fait des conflits d'actionnaires et puis personne gagne et puis on perd du temps, on perd un temps fou. Tout à fait vrai. Des conseils précieux aux entrepreneurs que vous venez de donner là. Je vous demanderais, je vais faire encore appel à votre expérience, vos cheveux blancs et vos boules de cristal respectives, messieurs. Qu'est-ce que vous entrevoyez pour 2022? On se parle en début d'année, mais qu'est-ce que vous entrevoyez pour le reste de l'année? Moi, je vois que, étant donné la pandémie, on va continuer, on va voir de plus en plus de belles pousses venir des régions. Ça, je pense que c'est quelque chose que je vois venir là, beaucoup. L'autre chose, c'est que dans les dernières années, on a eu beaucoup de circuits au Québec. Tu sais, on pense à des Coveo, on pense à des Lightspeed, on pense à des Hopper, on pense à des Stingray, il y en a eu plusieurs. Et ça a donné confiance à beaucoup de jeunes, comme quoi que c'est possible. Et ça, moi, je pense qu'on va... j'ai l'impression de vivre ce qui se passait en Californie il y a 10-15 ans, où il y avait les Google, les Salesforce qui arrivaient, puis qui créaient les Facebook, puis qui créaient une vague de confiance. Et puis ces gens-là réinvestissaient, faisaient confiance à nos jeunes. Donc, ce que j'ai confiance qui va arriver, c'est que les gens qui ont passé au cash, on pense à un Louis Têtu, là, qui est passé au cash 2-3 fois, qui a fait Coveo, ben, il donne un coup de main à un Pétal MD, puis il va donner un coup de main à plusieurs autres, et puis ça va être la même chose avec Eric Boyko de Stingray, etc. Donc, moi, ça, je pense que ça va être un game changer des prochaines années au Québec, le fait qu'on a eu beaucoup de succès, puis des entrepreneurs assez jeunes qui ont le goût de redonner au suivant.
Ça crée un écosystème. Ça crée un écosystème. C'est ça. Puis ultimement, toutes ces histoires de succès-là, ben, au-delà des entrepreneurs, tous les employés, il y a beaucoup d'argent qui est retourné dans les poches des employés, qui ultimement avaient des options, donc on peut exercer leurs options. Donc ça crée une effervescence, ça crée des retombées économiques, importantes pour le Québec. Et ultimement, comme disait André, c'est la chaîne. Donc c'est cette expertise-là qui a été développée dans les entreprises, ultimement, et peut être remis dans des nouveaux projets. Et le capital là, qui est généré de ces histoires de succès-là permet justement de supporter des nouveaux projets d'envergure. Puis ça va attirer aussi, par curiosité, les grands fonds américains, les grands fonds européens en disant, hey, il se passe de quoi au Québec, là? Tu sais, on veut faire, il y a un party puis on veut y aller. Donc, moi, je vois ça très, très positif, là, ce qui se passe là. Et j'ai vraiment confiance, là, que de voir, de voir arriver des grands fonds au Québec. Et puis, ça va vraiment, on est au début je dirais pas au début, on est au milieu de quelque chose, mais comme il y avait une bonne crème, on est au deuxième début, puis checkez-nous, là, on est parti d'aplomb. Donc, moi, j'ai vraiment confiance à tout ce qui se passe. Donc, je vois ça de façon très, très positive, là, ce qui s'en vient. Et puis, je suis un peu jaloux de tous mes collègues jeunes qui commencent à ce moment-ci, quand la manne est là. Donc, c'était pas le cas il y a 20 ans, je peux vous dire, là. Donc, c'est super cool ce qui se passe actuellement au Québec. Oui, beaucoup d'effervescence. Un autre incontournable, là, présentement, c'est l'intégration des facteurs ESG au niveau des décisions d'investissement, donc les facteurs environnementaux, sociaux et aussi de gouvernance. C'est plus une théorie, donc c'est vraiment la norme maintenant. Et tous les investisseurs là sont de plus en plus sophistiqués et mettre en place des critères clairs, atteignables. Donc, je dirais mon conseil aux entreprises, c'est assurez-vous de vous mettre à jour et d'intégrer les meilleures pratiques d'affaires au niveau de vos entreprises. Est-ce que vous avez des conseils à prodiguer aux jeunes pousses qui se présentent devant des investisseurs? Tout à fait. Je dirais le premier élément, les cold calls, ça ne fonctionne pas. Donc, assurez-vous d'obtenir des connexions. Pour rejoindre un investisseur, ça prend des gens de confiance qui vont vous connecter. Des envois courriels, des envois LinkedIn, ça ne fonctionne pas. Assurez-vous d'être connecté. Les réseaux, c'est la clé. Et dans les premières rondes de financement, je dirais, ne vous entourez pas de conseillers ou d'intermédiaires pour la levée de financement. Les investisseurs, ce qu'ils veulent voir, c'est l'entrepreneur, c'est les fondateurs. Donc, ils veulent voir vous, veulent que vous leur présentiez votre idée et que vous soyez le porteur de ballon, comme on dit. Donc, les investisseurs, les VC ne veulent pas d'intermédiaires aux fondateurs. Ben moi, peut-être, j'ai un conseil qui est très terre à terre. Faites ce qu'Alex dit, là, vous passez par des intermédiaires, par des contacts pour avoir un meeting. Et là, vous avez comme entrepreneur, vous réussissez à avoir un meeting avec Alex, avec quelqu'un de son équipe. Arrivez là, préparez-vous c'est quoi les questions qu'il pourra me poser? Comment je vais présenter mon affaire? Avec qui j'y vais? Et la présentation, s'il vous plaît, faites de quoi de court. Vous avez le privilège d'avoir 1 heure avec un VC. Arrivez pas avec une présentation de 162 slides écrits avec un fond de 3. Allez-y avec une présentation de 12-15 slides, bien punchée, que vous êtes capable de faire. Pratiquez-vous pour la faire entre 20 et 30 minutes maximum, parce que le moment le plus important de votre moment avec de ce meeting-là, c'est la demi-heure ou les 20 minutes que vous avez laissé pour des questions, parce que comme Alex le dit, on investit dans des entrepreneurs. On investit dans des équipes. Après ça, on s'assure qu'il y a un produit, qu'il y a un marché, etc. Donc, il n'y a rien de pire. Moi, là, des fois, là, je vois arriver ça, puis là, tu dis, on commence à regarder notre montre, on commence à dire, hey, ça va-tu finir? On va être poli. Donc, essayez vraiment, là, d'avoir une présentation qui punch, qui tient sur 12-15 slides et laissez du temps aux questions, puis préparez-vous aux questions. J'ajouterais, André, tu veux bien, soyez honnête. Les personnes que vous avez devant vous savent très bien là, ce que vous pouvez atteindre, ce que vous ne pouvez pas atteindre. Donc, soyez honnête, mettez des objectifs clairs et atteignables et un plan clair là, pour atteindre ces objectifs-là. Donc, assurez-vous là, de donner confiance aux investisseurs. N'arrivez pas qu'un plan farfelu. Ayez une vision claire de où vous en allez, puis comment vous allez l'atteindre.
Alex, moi, j'ai pas été chanceux. J'ai eu des tonnes de présentations avec des revenus qui étaient à ce qu'on appelle en hockey stick, là. On fait 50 000 cette année, 250 000 l'année prochaine, et puis 50 millions l'année 3, là. Tu sais. Alors, c'est peut-être moi qui n'ai pas été bon dans mes choix de compagnie, mais j'ai jamais réussi à avoir ce genre de chiffre-là. Donc, c'est bon d'avoir de l'ambition comme entrepreneur, mais il faut quand même être réaliste dans ses prévisions budgétaires. Il faut montrer que vous avez du guts, que vous voulez réussir, mais à quelque part, si vous faites des chiffres qui n'ont pas de bon sens, ben vous perdez un peu de crédibilité. Il faut montrer que vous savez où vous en allez puis comment vous allez faire. Et c'est là que d'être entouré par des gens expérimentés dans un comité aviseur sur un CA fait toute la différence. Alex Laverdière et André Petitclerc, merci pour vos connaissances, votre expérience, votre éclairage. Merci à vous deux. Ça fait plaisir. C'est un plaisir. Et voilà, c'est déjà terminé. On vous remercie de votre écoute et on espère que vous avez apprécié le balado Créateur de croissance, conçu et réalisé par Investissement Québec. À très bientôt pour un autre épisode.